Bonjour. Alors j'espère que je suis bien calé et que le son passe bien. Écoutez, je vous remercie de votre présence à tous. Donc, euh, Puis-je avoir éventuellement un retour de de quelques participants pour savoir si tout va bien au niveau son? Merci, a priori ça marche bien, hein, pour moi aussi. Merci, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue à ce web séminaire. Étude de couverture Wi-Fi. Nous allons traiter les bonnes pratiques pour de meilleurs résultats. Et j'espère que ces 45 minutes nous permettront d'échanger hein, sur le sujet. Je suis Emmanuel Charles, chargé des audits et conseils en radiofréquence 802.11. Je suis également instructeur sur la suite Air Magnet, ainsi que sur les analyseurs réseau et les certificateurs cuivre et fibre optique. Donc notre agenda du jour, ce sera le suivant. Nous allons traiter des objectifs d'une étude de couverture, les prérequis pour atteindre ces objectifs, les techniques à utiliser, comment mener une étude efficacement, analyser et rendre compte des résultats, et surtout ordonnancer ses meilleures pratiques. Nous allons aussi je vais vous présenter les équipements et services hein, autour de l'étude de couverture. Et à la fin, bien sûr, j'attends de vous plein de questions et je tâcherai de vous apporter les meilleures réponses de façon à satisfaire votre curiosité. Voilà, donc nous allons démarrer cette présentation par l'outil Survey Pro, puisque c'est vrai que avant de parler de couverture, faut-il au moins savoir quel outil utiliser. Dans la suite Air Magnet, Survey Pro, notamment la version Pro, permet de faire toute la modélisation du scénario de prédéploiement, notamment valider les exigences pour une architecture. Il facilite la planification dans la mesure où il est doté des modules planeurs, les modules planeurs qui permettent de faire de la couverture prédictive en prédéploiement. Il s'agit avec Planner d'insérer le plan des bâtiments, les plans des bâtiments pour pouvoir donc faire une étude prédictive, ce qui peut être intéressant si les BTP n'ont pas terminé le bâtiment, si les surfaces à couvrir ne sont pas prêtes pour une étude sur site. Donc le module planeur qui est dans Survey Pro permet donc de faire toute cette démarche en plein déploiement. Alors le module planner, il est aussi distribué à part, hein. Il peut être acquis séparément de la version Pro, puisque la version Survey, elle se présente dans une version Pro, il y a une grosse intégralité des modules, et puis la version classique. Alors, Survey Pro permet aussi de faire des études en extérieur avec un module GPS qui est très efficace, que j'ai eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises en extérieur et qui fonctionne très très bien. Il dispose aussi de diagnostic, hein, de modules de diagnostic qui permet de faire l'analyse, les diagnostics de la problématique rencontrée sur un déploiement ou sur une couverture, et notamment pour la voie sur Wi-Fi. Euh, il intègre aussi l'analyse de spectre. C'est-à-dire que l'analyse de spectre est intégrable si, bien sûr, on dispose du module Spectrum Analyzer. Et en un jet d'études de couverture, on fait l'analyse spectrale en même temps, ce qui est quand même pas négligeable et notamment très intéressant dans le cadre du troubleshooting aussi. Les objectifs de l'étude de couverture Wi-Fi. Alors,
Il est très important, et ça j'insiste là-dessus, d'obtenir l'acceptation du client. Alors, on entend par client, d'une façon générique, celui qui fait la demande de couverture. Le client, ça peut être une agence d'un groupe ou d'une entreprise, ça peut être un service ou une filiale, ou bien sûr le client d'un prestataire, effectivement, qui souhaite avoir une couverture d'une zone. Alors, il est important de, de- de de mener une campagne d'explication, d'éducation, car la radiofréquence, notamment le Wi-Fi, est devenu un élément, je dirais, très courant, et on peut facilement installer un point d'accès et s'y connecter et avoir un service. Alors souvent, on a tendance à confondre ou à sous-estimer, hein, à mésestimer la qualité de service au profit du coût. Donc, il est important de faire passer ce message aux clients que d'abord la qualité de service et ce ne sera pas au moindre coût. Alors, on doit tenir des objectifs, oui, et ces objectifs-là, c'est d'abord collecter les données pour diagnostiquer et pour pouvoir valider les types de couverture et pour l'optimiser. Il est important, c'est important la collecte, hein, c'est l'élément essentiel. Pour moi, c'est l'élément essentiel et c'est vrai que en campagne de collecte, il est essentiel hein, de disposer tous les moyens, les outils et l'environnement pour bien réaliser ces campagnes de collecte. Et d'autant plus que ce sont des choses dont on a besoin ultérieurement, donc à ne pas négliger. Éduquer sur l'environnement du réseau et sa performance en général. Parce que euh, quand ça ne va pas, bien sûr, euh, ben, on a des appels, oui, des appels désagréables. Et ces appels désagréables, bon, ils reviennent régulièrement sur la qualité de service, ça marche pas, je n'arrive pas à me connecter. Donc il est important d'éduquer hein, sur l'environnement radiofréquence et de bien délimiter les limites dès le départ. Et ça permet donc de cadrer chacun et de façon justement à pouvoir donc faire un double shooting avec, je dirais, une sensation de bien faire le job. Il faut asseoir l'expertise. Euh, L'expertise est importante, donc il faut bien l'asseoir, bien montrer son savoir-faire euh, de l'analyse et de la mise en place des architectures. Et pour cela, il y a aussi l'expérience, mais il y a aussi l'équipement. Il faut être doté d'outils à hauteur de l'enjeu. Parce qu'un expert, je dis bien un expert qui n'a pas d'outils, c'est un peu comme un très bon plombier ou éventuellement un très bon maçon qui arrive chez son client les mains dans les poches en disant je suis un expert de la plomberie, mais malheureusement j'ai pas d'outils. Donc il est important d'être équipé d'outils à la hauteur de l'enjeu. Et ça, ne l'oubliez pas. Les prérequis, les prérequis pour atteindre ces objectifs. Alors nous allons effectivement, nous allons donc voir l'ensemble des prérequis pour pouvoir donc aller au bout d'une bonne étude de couverture. Euh, il y a la planification, la conception sur plan. Euh, peut être aussi donc les prérequis au départ d'une étude de couverture. Donc la planification et conception sur plan, comme je vous disais au début lors de la présentation de Survey, le module planeur nous permet effectivement de faire une étude virtuelle, prédictive, sur plan, avec un modèle très proche de la réalité. Euh, alors cela consiste en fait à ingurgiter dans Survey le plan du bâtiment ou les plans du bâtiment, de façon à pouvoir donc générer une étude prédictive
Et ce qui permet, dans un premier temps, de proposer un projet avec un budget, parce que c'est vrai que l'acceptation du client aussi, hein, c'est sur aussi le coût. Donc, pour pouvoir donc évaluer le budget alloué à un déploiement, c'est un moyen de faire de la prédiction, donc de la prédiction sur plan. Alors, sachant qu'une étude prédictive, elle sera réutilisée, hein, ensuite pour le réintégrer sur les études réelles qui seront faites en pré-déploiement, voire en post-déploiement. Donc, ce sont des éléments qui se marient très bien et qui permettent justement d'être efficaces et d'être crédibles. Dans les prérequis, nous avons aussi la définition des indicateurs de mesure. Les indicateurs de mesure, tels que le niveau de signal, le débit, le SNR ou le rapport signal sur bruit, ces indicateurs-là doivent être bien expliqués, hein, avant l'étude. Euh, Car souvent, on a tendance aussi à négliger les notions de qualité, de quantité, et notamment au niveau du signal, au niveau de signal, puisque on peut très bien avoir un très bon niveau de signal radio et avec une qualité de service déplorable, ou en tout cas des performances qui ne sont pas à la hauteur. Donc, ces indicateurs-là sont les indicateurs qui sont très importants et nous le verrons dans la suite. La vérité sur ces indicateurs, sur ces mesures, notamment le fameux SNR, hein, par exemple, ça, il faut absolument bien expliquer que le rapport signal sur bruit est quelque chose d'important et que lors de la campagne de collecte et de mesure, ces informations-là seront capitales pour pouvoir donc évaluer la qualité de service qui va être délivrée par le réseau qui sera déployé. Euh, le niveau de signal doit être satisfaisant, bien sûr, et il est clair que pour présenter une étude qui tienne la route, l'un des éléments, je dirais le critère principal, euh, c'est le niveau de signal. C'était le cas au début, hein, du métier, il y a une dizaine d'années, on se basait uniquement sur le niveau de signal. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la chose essentielle. Nous avons les notions de SNR, de débit et de taux de transmission physique qui viennent impacter justement la qualité de service est beaucoup plus importante que ça ne l'était auparavant, dans la mesure où le réseau radio devient un réseau à part entière, comme l'est le filaire ou la fibre. Donc, on ne peut pas négliger donc ces autres facteurs tels que le débit et les taux de transmission et le rapport signal sur bruit, même en ayant un niveau de signal satisfaisant. Les interférences, ici dans les prérequis, hein, ces unités de mesure, les interférences que j'appelle souvent les antiquineurs de service, dans la mesure où on ne peut pas s'en défaire facilement, d'autant plus que si ces interférences ne sont pas forcément sur le site à couvrir, parce que ces interférences peuvent provenir d'éléments extérieurs, hein. Donc ça peut être le voisinage, euh, donc l'environnement du bâtiment ou de la surface à couvrir. En tout état de cause, il faut surtout pas passer les interférences aux oubliettes. Donc, l'étude de couverture doit absolument inclure je dirais l'estimation des interférences euh, de façon à pouvoir euh, faire la meilleure proposition technique, puisqu'en fonction des taux d'interférence, d'études d'interférence, on va donc faire plus ou moins, on va paramétrer, on va optimiser donc les équipements qui seront déployés.
Alors, on est souvent face à deux types d'interférences hein, sur le terrain. Les interférences de type Wi-Fi 802.11, donc de la famille 802.11. Alors, ces interférences peuvent être des interférences intercanales, c'est quand plusieurs points d'accès émettent sur le même canal, sur la même fréquence. Donc, voilà, il est souvent présent quand on a je dirais, une, euh, une proximité importante de plusieurs points d'accès qui émettent en même temps. Euh, Nous avons aussi les interférences de canaux adjacents. Alors, ce sont des interférences euh, extrêmement compliquées, hein, l'interférence de canal adjacent à maîtriser, puisque vous savez très bien, on est dans la bande USM, la bande ISM, donc industrie scientifique et médicale. Dans cette bande ISM, c'est une bande libre, donc chacun a le droit de poser son point d'accès comme il entend. Donc il est fréquemment, d'ailleurs lors des études ou en phase de troubleshooting, de se retrouver avec des points d'accès qui sont positionnés sur des canaux très très proches. Et cela génère énormément d'interférences de canaux adjacents. On en discutera un peu tout à l'heure dans la suite. Alors, ces interférences de type 802.11, eh bien, il est absolument important de pouvoir les traiter. Et grâce justement à la capacité de Survey de traiter la partie interférence, vous gérez donc lors d'une couverture, toutes ces données sont bien remontées, sont bien affichées dans les heatmaps, ce qui permet justement de bien préparer son déploiement. Nous avons aussi à faire face aux interférences non Wi-Fi. Euh, ben oui, on n'est pas forcément seul à émettre en 2 Go 4 dans la bande ISM puisqu'elle est libre. Il existe aussi voilà, des émetteurs non Wi-Fi tels que euh, le Bluetooth. Vous pouvez aussi avoir les caméras de surveillance, les baby monitors, aussi les fours micro-ondes et j'en passe bien d'autres. En fait, tous les équipements qui n'observent pas voilà, les protocoles 802.11 mais qui émettent en 2 Go, en 2 Go 4 sont aussi de sources de perturbations et engendrent des interférences. Et le fait de pouvoir détecter ces interférences non Wi-Fi permettent aussi, hein, lors de l'étude, de pouvoir recaler, repositionner et reparamétrer et donc toute la séquence technique, de tunage technique des équipements de façon justement à minorer ou à éviter ces problèmes d'interférence. Autre paramètre qui est la densité client. Aujourd'hui, la majorité donc, des utilisateurs sont très exigeants sur la qualité de service fournie par la radio, hein, le Wi-Fi. Donc, ils souhaitent avoir les mêmes temps de réponse que sur du filaire. Donc, il est important, lors de l'étude, euh, de bien checker, de bien s'assurer des zones de densité. Ce sont les zones où vous avez une forte densité de population, donc dans les zones de travail, ou autres zones, hein, que ce soit des zones de spectacle ou autres. Donc il est important de bien étudier cela. Vous avez donc la- le nombre de personnes présentes sur ces zones, mais aussi l'utilisation, hein, le type d'application, le type de service que ces personnes vont utiliser, puisque il y a le nombre d'utilisateurs connectés en simultané, mais il y a aussi la charge applicative qui va notamment avoir une importance sur le débit réel disponible. Donc les zones de densité, c'est une chose aussi très 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 importante et qui le devient de plus en plus. Alors bien sûr, avec l'arrivée des points d'accès en 802.11 AC, on espère pouvoir donc apporter
justement de très très bonnes réponses à ces problèmes de densité client sur zone. En tout état de cause, ça reste aussi justement des données de mesure à ne pas négliger. Les techniques, quelles techniques utiliser? Alors, ben, les techniques utilisées lors d'une étude de couverture, ben, il y a notamment la calibration de la surface, des surfaces en fait. Euh, il est clair que quand on positionne un point d'accès, euh, il va émettre sur voilà, une cellule, rayon d'émission, et le niveau de signal va décroître en fonction de la distance. Donc il est important de calibrer le plan de surface de façon à avoir les bonnes valeurs, les bonnes distances. Et c'est à partir de ces distances-là que Survey Pro va pouvoir donc, avec ses algorithmes, pouvoir donc calculer précisément le niveau de couverture et le niveau de signal donc de la cellule ou en tout cas de la couverture que vous souhaitez. Donc il est absolument impératif d'obtenir des plans précis. Alors, Survey a la capacité Survey a la capacité d'utiliser donc un certain nombre de plans qui nous permettent donc, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de téléphone. Donc, Survey donc, a la capacité de gérer les formats AutoCAD, puisque si vous chargez un plan au format AutoCAD, automatiquement Survey va se caler dessus et va calibrer donc toute la partie mesure par rapport aux données AutoCAD. Bien entendu, si vous ne disposez pas de plan type AutoCAD, vous pouvez donc utiliser des formats JPEG et bien toute une liste de formats donc, que je pourrais vous communiquer donc, plus tard. Et ça vous permet donc, même si vous ne disposez pas du format AutoCAD, de pouvoir calibrer, puisqu'on peut calibrer manuellement donc, les côtes sur les plans. Le tout, c'est d'avoir à sa disposition les cotes réelles qui peuvent être fournies par soit les architectes ou les bureaux d'études techniques, et autrement, la solution, bien sûr, si le bâtiment ou la surface, elle est déjà terminée, elle existe, hein, comme cela m'arrive régulièrement, c'est que je sors mon décamètre, je vais aller faire un petit relevé de mesures sur place en prenant, je dirais, sur une distance 10, 15, 20, 30 mètres, hein, aller mesurer un pan de mur de façon à pouvoir avoir une référence de calibrage. Et ensuite, en revenant dans Survey, on va pouvoir calibrer le plan. Les types d'études, oui, effectivement, quand on aura calibré son plan et préparé toute la partie, gérer, gérer mesure de plan, prête à pouvoir donc faire sa collecte de couverture, bah, il va falloir passer donc aux différents types d'études. Alors, est-ce qu'on fait une étude active, passive, une étude avec des billes? Ou avec les spectres radiofréquences, ben, tout cela a un rôle important. L'étude passive, elle est utilisée en pré-déploiement ou en post-déploiement. Donc, l'étude passive, en général, moi je la conseille pour pouvoir voir l'environnement. C'est-à-dire, c'est une étude qui permet de voir ce qui existe autour du bâtiment, autour de la zone à couvrir. C'est une étude de voisinage. Là, c'est un peu faire une étude de, je dirais, de police radiofréquence, parce on va aller checker le voisinage pour voir l'existant, c'est-à-dire tous les points d'accès, tous les équipements qui émettent.
les interférences intercanales, l'interférence intercanale, l'interférence de canal adjacent, en tout cas le niveau de bruit. Donc l'étude passive, oui, l'étude passive elle est très très importante. Je la conseille, hein, je la conseille vraiment fortement de la faire en tout premier, cette étude passive, puisqu'elle se fait sur le terrain. Donc, faire cette étude pour, je dirais, avoir une vision vraiment précise et globale et précise du voisinage. L'étude active, elle se fait en pré et en post-déploiement, hein. Elle consiste en fait à aller sur le terrain, puisque là, c'est pas de la prédiction sur plan, on est sur le terrain avec une connexion soit sur un point d'accès, soit sur un SSID, et on va faire cette cartographie, cette collecte de signaux sur la surface. Et ça permet en fait d'établir avec précision justement le niveau de signal, le taux de transfert, le débit physique, les bandes passantes théoriques par borne. C'est vraiment du concret, du réel. Donc elle se fait sur le terrain avec un point d'accès ou en se rattachant à un point d'accès ou en se rattachant au SSID. Étude avec débit. Oui, avec Survey, vous avez la possibilité de faire une étude en testant le débit réel, hein, le ressenti utilisateur, puisque la chose la plus importante, hein, c'est ce que ressent l'utilisateur quand il utilise un réseau. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un test en réel sur le débit. Le test RF, le spectre RF, important dans l'étude, à récolter, valable en pré et en post-déploiement. En pré-déploiement, important pour pouvoir calibrer et préparer son déploiement technique, son déploiement physique. Et en post-déploiement, ben, ça permet de voir l'évolution de l'environnement, puisque le spectre RF nous permet, notamment sur la durée, de voir l'évolution de l'environnement à la fois Wi-Fi et non Wi-Fi, parce que bien sûr, les voisins de la surface, hein, de la cellule ou des cellules, ben, ces voisins-là, ils vont aussi mettre en place des équipements qui viendront impacter l'installation présente. Donc, l'étude de spectre hein, nous permet donc, notamment en double shooting, en post-déploiement, d'apporter des éléments concrets et pertinents. Le parcours, eh bien, c'est ce qui nous permet de faire la collecte. Donc, il faudra bien choisir le parcours, donc faire son choix de parcours, bien étudier au préalable. Euh, il est important de parcourir le site à blanc, donc faire le tour de toutes les surfaces, les pièces à visiter avec, j'irais, pour seul objectif de ne pas passer à côté. Donc, les meilleures pratiques, notamment de la collecte, c'est bah, parcourir les deux côtés d'un obstacle, d'un mur. Donc, longer le mur de chaque côté, s'assurer des limites, notamment des limites physiques de la surface, maintenir une cadence régulière, ne pas marcher trop vite. Donc, j'ai coutume de dire, il faut avoir un pas à l'antillaise, puisque moi je suis martiniquais d'origine, donc avoir un pas nonchalant. Donc ne pas marcher trop vite parce que si on va trop vite, ben, l'échantillonnage va pas être optimum. Et bien délimiter, aller bien au fond des pièces, hein, rentrer dans chaque pièce fermée. Si vous êtes accompagné, bien sûr, d'un chef de projet client, il faut au préalable que toutes les pièces, toutes les zones à couvrir soient accessibles, hein. S'assurer que les salles de réunion soient accessibles, voire non utilisées au possible des passages de façon à bien parcourir donc ces zones, hein.
choisir un bon adaptateur. Donc, pour faire une étude de couverture, il est important d'avoir un adaptateur Wi-Fi de qualité. Et pour cela, donc, sur le site AirMagnet, il y a toute une liste d'adaptateurs qui ont été qualifiés, qui ont été validés, testés. Donc, choisir de préférence les adaptateurs qui ont été bien qualifiés parce que ils ont été testés et validés par le constructeur de façon à vous assurer une qualité fine des données qui ont été relevées. Donc, il faut connaître ces caractéristiques, les caractéristiques notamment des capacités de transmission, des limitations débit et notamment la notion de roaming. Donc, il faut savoir que certains adaptateurs ont des très très mauvaises capacités en roaming, notamment si vous avez à traiter du roaming pour enfin, des installations Wi-Fi sur lesquelles seront véhiculées la voix sur, en fait, la voix sur du Wi-Fi, hein, la téléphonie véhiculée sur le Wi-Fi. En téléphonie sur le Wi-Fi, on traite énormément de roaming. D'ailleurs, c'est l'un des éléments très très importants de ce type de service. Donc, il est important notamment lors de la collecte de disposer d'un adaptateur de collecte, un adaptateur Wi-Fi qui gère parfaitement le roaming. Comment mener une étude efficacement? Alors, pour être efficace et efficient, on peut mener une étude multi-adaptateur en simultané, donc la possibilité de conduire une étude passive ou active avec notamment une analyse spectrale en même temps. Ça nous permet en fait, ça permet de parcourir en une seule fois le site et de faire une étude passive et une étude active ou une étude active et une étude de spectre. En tout cas, en gros, ça diminue par deux hein, le temps passé sur le site. Donc, vous avez cette fonctionnalité dans Survey Pro, la capacité de mener deux études, deux études sur deux adaptateurs différents de front. Lors d'une étude, vous avez la possibilité donc de choisir les canaux à collecter, hein. Donc par défaut, dans une installation, je dirais dite standard dans les règles de l'art, on positionne donc les points d'accès sur le canal 1, 6 et 11. Ce sont les règles de bonne pratique hein, à ne pas déroger. Hein, effectivement, on pourrait rentrer en détail là-dessus, mais ça nécessite beaucoup d'explications techniques. Mais en tout état de cause, donc vos points d'accès doivent être en 1, en 6 et en 11. On le voit très bien ici, hein, que si vous positionnez un point d'accès en 2, vous allez avoir donc des chevauchements jusqu'à sur le canal 6. Donc la règle, c'est je positionne les points d'accès sur le canal 1, le canal 6 et le canal 11. Donc, lors notamment de la collecte, il va falloir, pour gagner du temps, il vous suffit de scanner hein, les canaux délimités, c'est-à-dire le 1, le 6 et le 11. Et ceci permet de réduire justement le temps de collecte et notamment le traitement des données donc, après collecte. Hein. Alors, bien sûr, quand on fait un choix sélectif sur les canaux 1, 6, 11, il est tout à fait certain qu'on risque de passer à côté voilà, des canaux ils sont utilisés, c'est-à-dire les 2, les 3 et les 4. Mais bon, dans le cadre d'une étude, je dirais, standard, classique dans les règles, ben, écoute, on se positionne sur donc ces canaux-là pour pouvoir donc faire sa collecte. Hein. Euh, alors, quand mener une étude, est-ce qu'il faut mener une étude en pré-déploiement, post-déploiement ou en diagnostic? Je dirais euh, en pré-déploiement, oui, il faut mener des études, passives ou actives. En post-déploiement, aussi mener des études. En post-déploiement, on mène des études. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de vérifier que tout ce qui a été préparé en amont, tout ce qui a été déployé, tient la qualité des services, c'est-à-dire qu'on tient les engagements en post-déploiement,
Donc en post-déploiement, on va aller faire une étude complète sur le débit, sur le niveau de signal. Donc c'est une étude qui peut être active, et en général elle est active de préférence. Donc, et en diagnostic, ben, en général, le diagnostic, l'étude elle n'est pas requise hein, en fait, hein, puisque quand on fait du diagnostic, on sous-entend qu'au préalable, on dispose déjà des études de pré-déploiement et de post-déploiement, puisque le diagnostic consiste donc à comparer les collègues de pré-déploiement et de post-déploiement pour pouvoir, je dis bien, retrouver donc la cause éventuellement d'un dysfonctionnement. Euh, il est important, notamment en fonction je dirais du type d'utilisateur concerné. Est-ce que c'est un client, donc en général, le client nécessite, réclame ou le client a besoin d'une étude de post de déploiement, surtout, parce qu'à la fin de son déploiement, le client, ce qu'il veut, c'est quelle est la capacité et l'efficacité de son réseau. Pour les installateurs, euh, il faut les études en pré-déploiement et en post-déploiement, ce qui permet de corréler donc, ce qu'on a étudié au préalable et ce qu'on a déployé. Et puis, pour les diagnostiqueurs, notamment ceux qui font du troubleshooting, eh bien, s'il n'y a pas d'études de pré-déploiement ou de post-déploiement disponibles pour pouvoir donc s'appuyer dessus pour faire du diagnostic, eh bien, dans ces cadres-là, bon, on est parti pour un tour, faire sa petite étude pour pouvoir donc réaliser son diagnostic, hein. Analyser et rendre compte des résultats. Bien sûr, quand on fait bien sûr une étude de couverture, il va falloir donc faire de l'analyse et rendre compte des résultats. Et pour cela, dans Survey, nous avons donc toute une kyrielle de heatmap qui nous permet de voir les niveaux de signal, les niveaux physiques, les niveaux de débit et les interférences, le recouvrement des canaux et le source de bruit. Ces heatmaps Les heatmaps, ce sont donc des cartes spécifiques hein, pour chaque application, chaque usage. Donc, on voit bien ici donc la teneur en couleur de la heatmap, hein, donc la chaleur radio. Donc, vous allez avoir sur le plan la chaleur radio du niveau de signal, du débit, des interférences et bien d'autres mesures qui permettent justement d'établir je dirais, la pertinence du projet de couverture. Dans Survey, vous avez la possibilité, donc on a la possibilité de faire de la fusion des collectes. Alors, en quelque sorte, quand on fait une collecte sur de très grandes surfaces, il s'avère compliqué de maintenir une collecte très très longue, parce qu'on n'est pas à la merci d'un, d'une panne, hein. Ça peut être un bug système, un bug du PC, d'un problème de batterie, la batterie qui arrive en fin de réserve. Donc là, effectivement, ça peut poser problème. Si vous avez passé 2 heures à faire de la collecte et que vous êtes quasiment à la fin et qu'il vous arrive un problème technique, eh bien, il faut tout recommencer. Donc moi, je conseille de faire de la fusion, c'est-à-dire la fusion consiste à fusionner plusieurs collectes, notamment des petites collectes. Donc, dans une méthodologie, je dirais, efficace, il faut faire des petites zones de collecte et à la fin de la déambulation sur ces petites zones de collecte, vous allez donc sauvegarder votre fichier de collecte de ces différentes petites zones et vous allez ensuite, à la fin, fusionner toutes ces collectes. Ce qui vous permettra d'avoir à la fin un fichier global de collecte et comme ça, vous passez, voilà, couvrez, j'ai trouvé mes mots, des problèmes techniques, hein. Ça m'est arrivé. Notamment il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, lors d'une très grosse étude de couverture sur 9 étages, plus de 12 000 mètres carrés de surface,
où à un moment donné, j'ai eu un petit problème technique. Alors heureusement que j'étais sur justement des petites unités de collecte, de petits fichiers de collecte. Donc j'ai pu recommencer ma collecte sur ma petite zone et refaire la fusion ensuite. Mais autrement, si j'étais dans une séquence de collecte unique sur une très 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 grande surface, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. Donc faites des petites unités de collecte, fusionnez-les et vous verrez, ça rend d'énormes services et c'est très efficace. Le reporting. Dans Survey, nous avons toute une panoplie de reporting, hein. Donc toute une gamme de rapports très 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 complets, et tellement complets que quelquefois je me dis, ben, on a bien de la chance d'avoir dans ce formulaire autant de rapports parce qu'on peut faire son marché, faire sa petite cuisine de rapports et c'est très 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 efficace, hein. Ordonnancer ses meilleures pratiques. Donc, avant l'étude, calibration, calibrer, on l'a vu, hein, collecter les dimensions du site et les plans des tâches. Les types d'études qu'on a vues, passives, actives et de débit, le choix de l'adaptateur, le choix des canaux à scanner, ne pas oublier tout ça, tout ceci, donc préparé avant l'étude. Adaptateur unique ou multiple. Pendant l'étude, le parcours, ne pas négliger. Suivre les règles de parcours que vous vous êtes fixées pendant la préétude. N'oubliez pas vos reconnaissances préalables. Il faut être tatillon et chiant. J'insiste là-dessus. Parce que quelquefois, vos donneurs d'ordre, les donneurs d'ordre, ou éventuellement le chef de projet client que vous avez en face, n'est pas forcément, je dirais, sensible à ça. Voilà, il faut être tatillon sur la reconnaissance préalable. Le rythme de la déambulation, pas nonchalant, le faire vraiment tranquillement, prenez votre temps. Parce que c'est important. Alors, moi, je conseille une bonne paire de pompes, notamment quand on fait des grosses études, avoir de très très bonnes chaussures. Et je vous garantis que à la fin de la journée, si on a vraiment des pompes de mauvaise qualité, ça fait mal aux pieds. La propagation de l'environnement, il faut choisir dans Survey, euh, le bon environnement, hein. Donc, parce que dans Survey, on a la possibilité donc, de choisir le type d'environnement sur lequel va être déployé donc, le réseau, soit de l'open space, ça peut être un stade, ça peut être un centre commercial, ça peut être des bureaux, ça peut être un hôtel et autres. Donc tout ceci est paramétrable dans Survey, hein. Donc ça, ce sont des points à ne pas négliger. Après l'étude, filtrer, afficher les réseaux, les canaux en fonction de vos besoins d'analyse. Donc vous avez toute cette partie d'analyse après l'étude, donc tout ce qui est filtrage, filtrage des IP des canaux, les interférences, visualiser les interférences, les Wi-Fi et non Wi-Fi, les débits des utilisateurs, corréler tout ça, les interférences avec le niveau de signal et le rapport signal sur bruit. Donc tout ceci à bien traiter. Les fusions, comme je vous disais, donc après étude, bien fusionner vos fichiers. Il y a toute une règle de fusion donc qu'on voit lors des formations. Alors elle est très importante, il ne faut pas se louper sur la fusion, parce que si vous fusionnez pas correctement, vous allez avoir donc des données, des résultats de données complètement faussés. Donc la fusion, important à maîtriser. Et bien sûr, le reporting, hein, pour pouvoir donner des documents qui tiennent la route. Équipement et services. Équipement et services, eh bien sûr, pour arriver à nos fins, il faut toute une gamme de produits qui permettent justement de pouvoir arriver à fournir un réseau, un bon déploiement de réseau. Et pour cela, donc, il y a toute une gamme de produits dont chez NetScout et notamment sur toute la partie wireless. Euh, Ça va du planning avec Hermanic Planner, AirMapper, qui est un outil qui permet, avec une application smartphone qui permet donc de faire de la collecte. Survey qu'on a vu, les équipements de test et d'analyse comme le AirCheck,
Air Magnet Wi-Fi Analyzer qui est dédié au troubleshooting, le Wi-Fi Analyzer pour tout ce qui est téléphonie voix sur le Wi-Fi, qui est un module d'analyse donc qui permet de diagnostiquer, en fait, de faire toute la partie traitement des données sur la partie voix Wi-Fi. L'analyse spectrale avec Spectrum XT et Airmedic pour ceux qui sont dans le milieu médical, et puis les produits de test filaire WLAN et WAN comme le TView XG et le OneTouch qui disposent eux aussi de la partie Wi-Fi puisqu'ils sont capables de faire du diagnostic et de l'analyse sur du WLAN, et bien sûr Air Magnet Enterprise qui est le module ultime qui permet de gérer 24 heures sur 24 la performance et la sécurité dans les réseaux Wi-Fi et installés. Les services. Donc les services, c'est un moyen de transformer donc l'expérience des utilisateurs. Alors pour transformer l'expérience d'utilisateur, ben, il faut mesurer les performances des systèmes d'information. Donc ce sont les choses que nous pouvons vous apporter donc pour tous ceux, tous les participants du jour. Donc l'analyse des diagnostics, les conseils et les stratégies de la métrologie des systèmes d'information, et bien sûr des formations qualifiantes. Donc ce sont toute une gamme de produits et services. On a vu donc dans le slide précédent la liste des produits. Donc là, vous avez à vos dispositions, chez nous, chez l'ISRAM, de l'analyse et le diagnostic, du conseil, de la stratégie pour la méthodologie de vos réseaux. Et bien sûr, toute une gamme de formations qualifiantes, hein, donc à la fois sur les produits et les outils de diagnostic, hein, et aussi sur bah, toute la gamme Air Magnet, hein, tous les modules Air Magnet. Alors, dans les thèmes d'audit de formation, nous proposons la qualification sur les outils de métrologie, sur les outils Fluke, Air Magnet, NetScout. Nous proposons aussi tout ce qui est méthodologie et pratique en conditions réelles. Vous aider à faire de la conception, les audits, l'analyse et les diagnostics, la qualification et la certification sur notamment les infrastructures. Nous avons aussi, bien sûr, la capacité à vous former sur les outils de qualification et certification des infrastructures de cuivre et fibre optique. La maîtrise aussi, à travers les formations, vous amener à maîtriser les technologies Wi-Fi, tous les fondamentaux radiofréquences, LAN et WAN sur la partie diagnostic avec les outils OneTouch ou OptiView XG. Et puis, bien sûr, la certification cuivre en ISO IEC et fibre optique, hein, voilà, toute une gamme de services à votre disposition. Bien, j'ai fait au mieux pour tenir les délais. Je crois qu'on est pratiquement arrivé, donc on est arrivé au terme. Donc là, on est arrivé à la séquence questions et réponses et j'attends, mesdames et messieurs, donc vos différentes questions et je vais essayer de vous répondre donc assez rapidement puisqu'on est juste dans le timing, hein. Merci beaucoup, merci pour donc votre participation. Voilà. Et bien sûr, pour toutes les demandes, vous avez à votre disposition comme contact donc, Pascal Puccini avec les coordonnées qui sont affichées, hein. Donc voilà, voilà. Donc j'attends vos différentes questions. Merci, merci à tous, hein.
Alors j'ai une batterie de questions qui m'arrivent en même temps, donc je vais essayer de répondre à chacun. Alors, attends. Donc je vais essayer de répondre à chacun. Euh, alors, Alain me demande combien de temps doit-elle durer cette étude passive? Bien, combien de temps elle doit durer? Ben, le temps, il est proportionnel à la surface à couvrir, cette étude passive, parce que l'étude passive, elle consiste donc à déambuler sur la surface à couvrir et faire la collecte de l'environnement. Vous faites le tour de la surface. Donc, vous passez dans toutes les pièces, vous cheminez, de façon donc à pouvoir collecter le maximum d'informations. Et tout dépendra donc de la surface à couvrir, Alain. Pour Thierry, Thierry M, quel outil préconiser pour ces études? Bien sûr, pour ces études-là, bah, Survey. Pour tout ce qui est études de couverture, vous avez si vous faites que du prédictif, c'est-à-dire du planning, c'est-à-dire que vous faites que du pré-déploiement sur plan, en type bureau d'études, vous pouvez utiliser le module planeur qui est vendu séparément. Mais autrement, Survey Pro dispose de tous ces modules intégrés pour pouvoir faire toutes ces études. Alors, pour Jean-Marc, la densité, la densité d'équipements actifs connectés sur site peut varier énormément. Quel impact sur une étude? Euh, Effectivement, la densité peut varier énormément. Quel impact sur l'étude? Eh bien, ce qui est important, c'est justement au préalable, avec le donneur d'ordre, c'est bien quantifier les zones de densité, à savoir le nombre de personnes qui seront sur les zones de travail. Et éventuellement, si ce ne sont pas des zones de travail genre salle de conférence, ou ça peut être une zone, je dirais, de réception, telle que des visiteurs ou de conférences ou de conférencing, bah, il faut faire une évaluation avec un échantillonnage d'une bande passante moyenne par utilisation, à savoir ce que vont faire le type d'activité que vont faire ces utilisateurs sur les sites. Et à partir de là, on peut déterminer un seuil, c'est-à-dire des seuils de bande passante, de taux de transfert et de nombre d'utilisateurs. Et ceci, bah, on peut à ce moment-là évaluer voilà, donc la densité. Mais en général, hein, on sait à qui ça s'adresse, donc on peut déterminer assez rapidement quel est le nombre de personnes par surface et éventuellement la charge applicative et le débit moyen par utilisateur. Alors j'ai une petite question sur les interférences sont aléatoires, donc je pensais qu'il fallait effectuer un enregistrement de moins de 24 heures. Bah écoutez, effectivement, on pourrait faire un enregistrement d'interférence sur 24 heures s'il est aléatoire. Dans toute façon, dans tous les cas, si vous avez la possibilité effectivement de disposer d'un spectrum, un analyseur de spectre sur 24 heures sur un site, vous le faites. Mais de toute façon, faut pas se voiler la face. Si vous avez des interférences, hormis les interférences qui sont sur le site et qui sont générées par l'activité de votre client ou de l'utilisateur, où là, vous aurez la main pour pouvoir éventuellement interférer sur ces interféreurs. Autrement, si ces interférences viennent de l'extérieur, ben, vous aurez beau faire une collecte pendant 24 heures, ça ne changera pas les données du problème. La seule chose que ça va vous permettre, c'est de bien
paramétrer et de bien positionner et de bien choisir vos équipements pour qu'ils soient le moins possible impactés par ces interférences ou éventuellement, si ces interférences sont vraiment excessives, la possibilité de faire un recours auprès justement de la NFR et de demander à l'interféreur de baisser un peu le ton. Et autrement, oui, on n'est pas forcé de faire un prélèvement pendant 24 heures pour s'assurer. Merci. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé au terme du, de la présentation. Et j'espère avoir répondu à toutes vos questions correctement. Et autrement, bah, écoutez, je reste à votre disposition. S'il y a des questions subsidiaires, je peux répondre par mail, donc en faisant suivre sur le, le contact d'ISRAM, donc de Pascal. Merci à tous et passez une bonne fin de journée.